reviens un peu sur Shlomo Sand, parce que depuis quelques jours, je m'intéresse beaucoup à son dossier. On dit beaucoup de bêtises à son sujet. Par exemple, quand il dit qu'il ne veut pas être juif, c'est une façon de parler. Il dit simplement qu'il préfère être israélien que juif, au niveau juridique. Et il veut aussi que les Arabes israéliens soient également israéliens. Et qu'en fin de compte, et ça je crois que c'est assez compréhensible, d'un point de vue démocratique, on n'a pas nécessairement à distinguer les différentes populations. En tout cas, c'est un point de vue qui existe, et qui est même très fort. Moi, je suis plutôt dans un point de vue impérial, où je trouve normal qu'il y ait d'un côté des juifs, de l'autre côté des arabes, ou autre chose. Mais quand on est à un point de vue nationaliste, comme Sand apparemment, nationaliste au sens de, bon, il y a une république, enfin lui, on peut en parler d'autres mots, il y a une république, il y a un État, et dans cet État, tous les citoyens doivent être égaux en quelque sorte, et il ne faut pas les distinguer d'après leurs origines. Alors, j'ai pas mal récemment parlé de ça, la question des origines, la négation des origines, et le fondement de l'idée de nation, quelque part. Et Sand est victime de cette problématique, n'est-ce pas? Donc non, il a une logique qui, effectivement, quand on dit qu'il y a... alors, soit on est dans un empire, à ce moment-là, on accepte les communautés, et chacun peut dire qu'il appartient à telle communauté, mais si on est dans une nation, eh bien, on fait abstraction des origines. Donc ça va plus loin. Et de toute façon, on sait très bien qu'on navigue constamment entre l'idée d'empire, l'idée de nation, que la porosité entre les deux est assez évidente, et donc par conséquent, on comprend très bien la problématique en question. Maintenant, quand certains, même au cercle Bernard Lazare, j'ai entendu l'autre jour, dire que Sand ne veut plus être juif, c'est une plaisanterie. Il ne veut plus être catégorisé sur sa carte d'identité comme étant juif. Il ne veut pas que dans la nation, dans l'État juif, dans l'État d'Israël, plus exactement, excusez-moi du lapsus, eh bien, on précise les origines des uns et des autres. Mais c'est vrai aussi en France. En France, on peut même être poursuivi pour avoir rappelé ou évoqué les origines de telle et telle personne. Notamment s'il est juif ou pas, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il ne faut pas employer le mot diaspora. Je l'emploie à tort, d'ailleurs je vais corriger cela, parce que diaspora, ça veut dire qu'il y a eu dispersion. Et il n'est pas certain que ce soit la réalité, cela. Il semble qu'au contraire, il y ait eu des juifs qui aient voulu aller en Palestine, qui aient voulu penser que la Palestine était effectivement la terre promise, mais ça n'est pas le point de départ. Donc si ce n'est pas le point de départ, mais plutôt un point d'arrivée, c'est d'ailleurs le mot alia veut bien dire ça, on arrive, on monte vers ceci, ça. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de diaspora, comme on pourrait parler de diaspora des Français, par exemple, qui ont quitté la France pour aller dans tel et tel pays, ou des Chinois, etc. Donc c'est un mot qui est inapproprié, même si effectivement il y a maintenant une diaspora israélienne. C'est-à-dire qu'il y a des Israéliens qui ont quitté Israël. C'est encore un autre sujet. Donc, oui, je suis d'accord. La notion de terre promise, justement, ça veut dire précisément qu'ils n'étaient pas là, que c'était un projet. On ne peut pas à la fois dire que c'est un projet d'aller dans cette terre promise, et à la fois dire qu'on en vient. Alors évidemment, il y a évidemment la problématique du retour. On y vient parce qu'on y a été avant. Bon. Mais non, non. Il y a un projet d'une terre promise, prophétisé. Certains ont pensé que c'était telle et telle terre. Voilà. Et ils ont suivi des faux messies, enfin peu importe, faux prophètes. La question reste posée. Quelle est la terre promise des Juifs? C'est pas forcément là que ça se passe. Pour Herzl, par exemple, dans l'État juif,
la terre sur laquelle on pourrait installer des juifs, ça pourrait être la Palestine, ça pourrait être aussi bien l'Argentine ou l'Ouganda, et puis avant, on avait pensé à la Roumanie, par exemple. J'ai fait un article là-dessus dans les années, soit au lendemain du congrès de Berlin de 1878, la Roumanie apparaissait comme la solution politique idéale pour installer les Juifs qui ne pouvaient pas rester là où ils étaient. Ça n'a pas marché, et de là est né le sionisme. Mais même le mot sionisme, euh, ce n'est pas un mot tout à fait approprié, puisque au sein du mouvement sioniste, ou même du congrès sioniste, alors il semble que finalement Herzl ait écrit son livre avant de faire partie du mouvement sioniste, et qu'il a été récupéré par le mouvement sioniste, et à ce moment-là, son État juif a été lu sous une approche sioniste, qui n'était pas celle du départ. On voit donc là qu'il y a un décalage entre l'État juif, le Judenstaat, le livre paru en 1996, et l'engagement par la suite de Herzl dans le mouvement sioniste, qui existait bien entendu avant Herzl, et qui, lui, donnait une réponse beaucoup plus précise à ce sujet. Mais même dans ce cas-là, on sait que les congrès sionistes n'étaient pas nécessairement polarisés non plus sur la Palestine. Donc cette question du sionisme, qu'est-ce que c'est que le sionisme, à quoi renvoie le mot sion, c'est pas très très clair. Ça renvoierait presque à une sorte de terre promise en quelque sorte. Peut-être pas forcément telle terre promise en particulier. Bon, alors, bon, voilà ce que je voulais dire sur Shlomo Sand, j'en ai déjà parlé. Il y a des choses qu'il faut corriger. Effectivement, l'histoire de l'exil, les juifs exilés, partis en diaspora, etc. Oui, de toute façon, je n'ai pas attendu Shlomo Sand pour penser que ce n'était pas très sérieux, pour une sorte de raison logique. Même que la Bible n'est pas évidemment un livre historique au sens strict du terme, c'est évident. Maintenant, en ce qui concerne la conversion des juifs, le prosélytisme juif, etc., moi je dirais les choses suivantes. Parce que moi, en tant qu'historien, j'ai ma démarche propre qui consiste à être logique et cohérent, et ce qui me permet de faire une approche critique de ce qu'on nous dit et de ce qu'on retrouve éventuellement, parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Par exemple, l'épître aux Éphésiens, elle parle bien de ces non-juifs, elle s'adresse bien aux non-juifs, qui souffrent d'être séparés statutairement des juifs. C'est comme si aujourd'hui on disait que les Arabes palestiniens souffrent de ne pas être des citoyens à part entière, etc. C'est exactement le même problème. Ce sont des gens qui cohabitent, qui coexistent, mais bon, voilà. Alors, Shlomo Sand, justement, on en a dit, il trouve que c'est anormal de distinguer les deux. Moi, personnellement, je n'ai pas cette position-là, parce que moi, je suis plus dans la position empire que la position nation, et dans un empire, il peut y avoir de la diversité. Ce qui est dans la nation, c'est vraiment le moule. Voilà. Alors, si effectivement il y avait du prosélytisme juif, on n'aurait pas le christianisme. Puisque le christianisme, il est justement né de l'absence du prosélytisme juif. C'est-à-dire, voilà, les juifs ne veulent pas que vous deveniez juifs, donc on va trouver une autre solution. On va inventer le baptême, et puis vous serez, malgré tout, associés plus fortement, et certains juifs ont, ont voulu qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas oublier la chose suivante, c'est comme Sand, par exemple, lui, il dit, moi je suis israélien, mais j'aimerais bien qu'on supprime la mention juif. Donc c'est un peu comme un saint Paul qui dit, moi je suis juif, mais j'aimerais bien que l'on arrête de dire que, voilà, il y a ceux qui sont juifs, il y a ceux qui ne sont pas juifs, etc. Il faudrait trouver des compromis, des solutions d'attente. Et le baptême, c'est la substitution à la circoncision. On ne propose pas à ces nouveaux juifs d'être circoncis, hein, mais on leur propose le baptême. Voilà. Donc, là encore, si
il y avait un prosélytisme de la part des Juifs, eh bien, on n'aurait pas inventé le christianisme. Parce que le christianisme a été inventé en grande partie pour justement mettre fin au clivage entre juifs et non-juifs en Palestine. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de juifs en Palestine. J'ai dit qu'il y en avait eu, il y en avait, mais ce n'est pas le point de départ des juifs. Ce n'est pas le point de départ. Il y a eu des juifs qui ont voulu aller en Palestine, qui se sont installés en Palestine à un moment donné, probablement. C'est tout. Maintenant, là où je suis d'accord avec Sand encore, c'est qu'en effet, au niveau de la nation, une nation, ça se fabrique. De toute façon, tout se fabrique. La nation se fabrique, les empires se fabriquent, tout se fabrique. Donc, il n'y a pas de droit. Alors je répondrai à Shlomo Sand d'une manière un peu cynique, je lui dirais, ben, oui, finalement, oui, bon. Si on a décidé, si les Juifs, ou si on a essayé pour eux de récupérer ou d'annexer ou de mettre au sein de l'empire juif, si on peut dire, cette Palestine, pourquoi pas? De toute façon, les empires, ils ne demandent pas la permission, hein, ils font ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils veulent faire. Donc d'un point de vue cynique, voilà, la France, elle n'a pas à demander la permission d'envahir l'Algérie. Bon. Pourquoi est-ce que les Juifs demanderaient la permission de s'installer en Palestine? Tout ça, c'est de la géopolitique, c'est de la cuisine politique, et de toute façon, il n'y a pas à chercher des droits particuliers. Cela dit, et j'en parlerai pas forcément maintenant, être juif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas n'importe quoi d'être juif. Bon, ça renvoie à d'autres considérations, mais là, sur cette base-là, voilà où on en est.